Salut les amis, bienvenue sur Codeur Passionné. Nous continuons avec cette formation. À présent, nous allons travailler sur le formulaire d'ajout d'un nouvel utilisateur. Ok? Donc, ce formulaire-ci, c'est sur ça que nous allons travailler. Alors, sans plus tarder, je vous invite à venir au niveau de votre composant LiveWire. Donc, on va ajouter ici une autre fonction. Ok? On va ajouter une fonction ici on va appeler cette fonction par exemple ajouter ou bien j'aime nommer en anglais hein, donc on va dire go to add user. Oups. Alors ce qu'on aimerait faire avec cette fonction, c'est quoi? Vous savez, nous travaillons ici avec un composant LiveWire. Donc, comment on va faire de telle sorte que lorsqu'on clique, par exemple, sur ce bouton, que on va dire ce tableau se cache et que le formulaire s'affiche. Donc, on a besoin, au fait, de connaître que le bouton, que l'on a cliqué sur le bouton ajouter. Ça, c'est déjà le premier point. Il nous faut un moyen de connaître qu'on a cliqué sur le bouton à ajouter. Nouvel utilisateur pour que par la suite on puisse cacher le tableau. Donc moi ce qu'on va faire, on va créer une variable ici. On va créer une variable ici qui sera publique. Cette variable va permettre au fait de savoir si le bouton nouvel utilisateur a été cliqué ou pas. Donc je vais appeler par exemple par btn. On va dire btn ajouter. Ok. btn, on va dire is btn add, on va dire par exemple clicked. Par défaut, ça sera à false. Donc ici, on va tout simplement lui dire, lorsqu'on clique sur ce bouton, eh bien, tu accèdes à la variable btn et tu le mets à true. Comme ça, on sait qu'on a cliqué sur le bouton. Donc, c'est tout ce qu'on va lui dire ici. Maintenant, au niveau de notre index, on doit aussi dire à notre index, écoute, lorsqu'on clique sur le bouton, voici ce qu'on aimerait que tu fasses. Et lorsque cette variable est false, tu affiches le tableau. Lorsque cette variable devient à true, eh bien, tu caches le tableau. C'est ce que nous allons faire ici. Donc, pour ce faire, je vais donc juste ici, je vais ajouter une condition. Je vais dire si la variable, donc rappelez-vous, c'est isBtn add click. Donc si c'est true, ok, on va afficher quelque chose. Au cas contraire, donc else, dans le else, on affiche la liste. Et on vient juste ici, en bas, on va fermer and if. Donc, notre tableau ne va s'afficher que si cette variable est égale à false. Mais si la variable est égale à true, on va ici afficher notre formulaire. Donc, nous avons ici la possibilité de copier le code du formulaire. Donc, je viens au niveau de admin LTE. Je viens au niveau de form, general form. Je clique là. Voilà, j'ai des exemples. J'ai plein d'exemples ici. Donc, je vais copier cet exemple qui est ici là. Donc, je clique là, inspecter. Je remonte ici. Alors, nous avons deux colonnes. On va copier juste le call call MD6. Et ici, je vais commencer par créer une div avec une classe row. Et là, je vais tout simplement coller tout ce que j'ai copié là-bas. Donc, oups, j'ai un long formulaire, hein, mine de rien. Alors, je copie et je reviens ici. On va tester pour voir qu'est-ce que ça nous donne. Vous voyez que par défaut, nous avons toujours notre tableau. Et quand on clique sur ce bouton, ok, bah, qu'est-ce qui se passe? Rien ne se passe. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas attaché une écoute à ce bouton. Donc, c'est ce qu'on va faire ici. Donc, au niveau de notre tableau là, de là où se trouve ce bouton,
Donc, juste là, on va ajouter une autre instruction ici. Donc, on va dire wire click. Donc, wire click permet au fait de dire à LiveWire que ce bouton-ci, on aimerait attacher un écouteur à ce bouton. On aimerait que lorsqu'on clique sur ce bouton, telle action se produise. Donc ici, par exemple, ce qu'on aimerait, c'est que cette fonction-là soit appelée lorsqu'on clique sur ce bouton. Donc c'est ce que nous allons mettre ici. Donc on va appeler cette fonction lorsqu'on va cliquer sur le bouton. Voilà. Et là, étant donné que c'est un lien hypertexte, pour éviter que le comportement naturel des liens hypertextes puisse à ce niveau ici là être déclenché, on va ajouter prevent. Donc si on n'ajoute pas prevent, lorsqu'on essaiera de cliquer sur ce lien, vous savez, les liens hypertextes permettent de naviguer entre les différentes pages. Donc il aura tendance à recharger la page. Donc nous, on n'aimerait pas ça. Voilà pourquoi on ajoute le point prevent ici. Donc wire click, c'est pour intercepter le clic d'un bouton. Et prevent, c'est pour éviter certains comportements naturels qui viennent avec les composants HTML que nous avons. Donc ici, lorsqu'on va cliquer sur ce bouton nouvel utilisateur, eh bien, il va exécuter la fonction goToAddUser. Et cette fonction, qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, elle va tout simplement changer la valeur de la variable que nous avons définie ici là en true. Et lorsque la variable sera true, ben, la condition qui est ici sera réexécutée. Et parce que cette variable devient true, eh bien, c'est notre formulaire qui va s'afficher et non la partie qui est dans le else. Donc, c'est un peu ce que LiveWire va faire pour nous. Donc, si j'actualise la page et que je clique ici, remarquez, j'ai ici là, voilà, j'ai ici le formulaire. Alors, je me rends compte qu'on avait copié beaucoup de formulaires, donc on va enlever tout le reste des formulaires que nous avons là. Donc, on a un premier cadre ici. Je vais ouvrir ici. Donc, on a ce cadre-ci et le reste de cadres, on va tous les supprimer. Voilà. Donc là, on réduit tout ça et on supprime tout ça. Tout ce qui nous intéresse, c'est... Donc quand on clique là, voilà, c'est ça qui nous intéresse. Donc, on va également copier les paddings qu'on avait définis pour notre tableau. Voilà, pour qu'on ait à peu près le même alignement. Donc, quand on clique ici, voilà, nous avons quelque chose de ce genre. Donc, on va toujours s'inspirer d'ici. Donc, formulaire de création d'un nouvel utilisateur. Donc, on va commencer par renommer ici, au lieu de quick example, on va dire formulaire de création utilisateur. OK. Sans oublier, on va ajouter notre fameuse icône. Donc, ici, l'icône, c'est le user plus. Je ne sais pas si c'est ça. Classe, je sais pas si c'est fa user plus. Je sais pas, on va tester. Bam. On avait déjà fait ça. Je crois que c'était le fa. Je crois que c'était ça. OK. Donc, on va aussi augmenter la taille ici. Fa 2x. Je crois bien que c'est 2x ici. On enregistre. Donc, fa 2x va tout simplement permettre voilà, d'augmenter la taille. Alors, on va s'occuper de ce formulaire ici. Donc, ici, j'ai le nom, prénom, sexe, adresse email, numéro de téléphone, blablabla. Donc, c'est ce qu'on va ajouter ici. Donc, je vais le faire rapidement. Vraiment rapidement. Donc, là, on a le nom. On a le nom. Le type ici, type texte. On va enlever tout ça et les placeholder. On n'a pas besoin. OK. On va ajouter required parce qu'on en a besoin. Pour l'instant, on va laisser comme ça. Je vais vous montrer ce qu'on va faire. Donc, on va aussi enlever ça. On n'a pas besoin pour l'instant. Et je vais copier ça. Et je vais tout simplement dupliquer ça. OK. Donc, on aura nom,
prénom. Donc ensuite on a nom, prénom, on a le sexe, l'adresse email. Donc nom, prénom, on a le sexe. Donc sexe. Alors par contre le sexe, on aura un select. Donc on va dire select. Et ici on aura des options. Bon, par défaut il n'y aura rien pour l'instant. Donc on aura ici homme et puis on aura femme. Donc H et F. Ici homme, femme. Ok. Bon, ici on va laisser vide, il n'y aura rien là. Et on va ajouter juste la classe Bootstrap. Form control, ok. Ensuite, on avait le sexe, on avait l'adresse email. Donc je vais dupliquer, copier la même chose qui est ici. Alors, je prends mon temps vraiment de coder ensemble avec vous. C'est vraiment pour vous permettre de ne pas vous perdre dans ce que je fais. Parce que je sais qu'il y en a certains qui n'ont pas vraiment des bases solides sur Bootstrap. Donc, si je copier-coller le code, vous aurez certainement du mal à me suivre. Donc, supportez avec moi si la vidéo sera un peu longue. Je suis obligé de le faire pour la compréhension de tous. Donc là, on a adresse email. Ensuite, on a numéro de téléphone 1, numéro de téléphone 2. Alors, ce que je vais déjà faire, on va déjà voir ce que ça donne à ce niveau. Vous voyez que là, on a des noms, on a prénom. Alors, ce que on aimerait avoir, c'est avoir le nom et prénom comme c'est disposé ici. Donc, on va déjà régler ce problème-là. Comme ça, on pourra aussi dupliquer la même chose que nous avons fait ici là pour le numéro de téléphone 1 et 2. Donc, je reviens au niveau d'ici. Je vais créer ici un div que je vais nommer row. OK. Et à l'intérieur, je vais créer une autre div qui sera de classe call 6. OK. Je vais d'ailleurs dupliquer tout ça. Et je peux prendre ce qui est ici, je colle là. Comme ça, on aura deux colonnes, ok? On aura deux colonnes et on aura le comportement qu'on veut avoir pour le nom et le prénom. Alors, il est vrai qu'on avait aussi la possibilité d'utiliser, on pouvait utiliser tout simplement les flexbox pour le faire. Donc, ça, c'est une possibilité. Je vais vous montrer comment on peut aussi faire avec les flexbox. Donc là, on a le nom et le prénom, à peu près comme c'est le cas ici. OK. Maintenant, je vais copier tout ça et je vais vous montrer comment on pouvait le faire avec les flexbox. Donc, avec les flexbox, ce qu'on aurait pu faire, c'est de créer au fait une div au lieu de l'appeler row. Donc, la div devait contenir ces deux-ci. OK. Donc, je vais, pour vous aider, je vais mettre le code qui était avant là en commentaire. OK, juste pour que vous ayez les deux approches. Donc, ça, c'est la première approche en utilisant Bootstrap, les rows et les call 6, etc. Maintenant, ici, on va utiliser les flexbox. Donc, je peux dire des flex. OK. Et là, par défaut, si je fais ça, vous voyez que là, par défaut, nous avons ça. Alors, ce que je peux faire ici, je peux aussi dire flex go one. Et lui, je lui donne aussi flex go one. Comme ça, ils vont se partager toute la taille possible. OK? Donc là, ils sont un peu collés. Alors, on va donner un peu de marge. Ici, on va dire margin right, peut-être de 2 pixels. Donc, histoire juste qu'il ait un peu de marge entre les deux. Voilà. Donc là aussi, on avait le même résultat. Donc, c'est à vous de juger qu'est-ce qui est court
entre les deux, ou moi je vais garder les flexbox, ok. Donc là, et c'est la même chose qu'on va faire pour le numéro de téléphone. Donc je vais juste copier ce qui est ici. Donc juste après l'adresse email, on a le numéro de téléphone. Donc ici je vais dire téléphone 1, téléphone 2. Ici on va dire number. On va aussi dire number parce qu'on aimerait avoir que des nombres. Si vous voulez, on peut garder texte. Je vais vous montrer comment on peut gérer la validation plus tard. Donc ensuite, on avait la pièce d'identité et on a également un select. Donc on va juste copier ce qui est ici. Juste après le numéro de téléphone, on a la pièce d'identité. Donc on va dire ici pièce d'identité. Alors pour ce qui est des pièces d'identité, on en avait 3. On avait CENI, passeport et puis on avait permis de conduire. Donc je vais tout simplement copier ça. On avait CENI. C'est la même chose qu'on va mettre ici. Alors pour ce qui est donc de la partie, c'est comme je vous avais dit lorsqu'on faisait la conception, on aurait pu aussi je dis password. On aurait pu aussi utiliser une table pour stocker cette information là sur les pièces d'identité. Mais bon, ici je vais pas le faire, mais vous êtes libre de le faire. Permis de conduire. Vous êtes libre de le faire. Sachez que après c'est vous qui développez votre appli, donc vous savez si vous allez réutiliser cette partie pièce d'identité un peu partout. Vous pouvez créer une table qui va stocker les pièces d'identité et tout. Donc pour l'instant, on va d'abord aller comme ça. Maintenant, si plus tard, on se rend compte qu'on en a besoin, on pourra créer une table où on va mettre toutes les différentes pièces d'identité qu'on peut avoir. Ok? Donc pour l'instant, je préfère le faire simplement. Ensuite, on a le numéro de pièce d'identité. Donc ça, c'est plus ou moins semblable au nom. Comment on appelle ça déjà? Oui, il y a ça. Donc, numéro de pièce d'identité. On va juste enlever tout ce qui est là. Numéro de pièce d'identité. Ensuite, on a le mot de passe. Donc, le mot de passe, ici, on va le garder. Ça sera en mot texte avec un placeholder password. On enlève ceci et on va dire disabled. Donc, personne ne pourra le modifier. C'est juste à titre indicatif. Et tout ce qui est ici, là, donc tout ce qui reste de notre formulaire, on va tout simplement le supprimer. OK? Et ici, on va dire enregistrer. Le bouton submit. Voilà. Donc, si je reviens là, j'actualise. Je clique sur nouvel utilisateur. Voilà, j'ai un beau formulaire qui s'affiche, qui est fonctionnel. Donc, on a les pièces d'identité, on a le mot de passe. Et puis ici, on a le bouton enregistrer. On va également ajouter un autre bouton ici. Je vais dire danger, que je vais appeler retourner à la liste des utilisateurs. OK? Et ce bouton sera de type bouton tout simplement. Et ici, on va dire wire. Lorsqu'on clique sur ce bouton, on aimerait go to list user. OK? Cette fonction qu'on va créer de l'autre côté ici. Donc, on va dire this is btn add clicks. Donc, le but ici, c'est de dire, OK, lorsqu'on clique sur ce bouton, on va tout simplement rendre la variable cette variable à false. Parce qu'on sait qu'en le rendant à false, eh bien,
il y aura la condition qu'on avait définie ici plus haut qui va s'exécuter. Et parce que le bouton sera à false, eh bien, notre tableau va s'afficher. Donc, c'est ce que nous faisons ici. Donc, si je clique là et je clique là, vous voyez que je peux faire des allers-retours. OK? Donc, voilà, c'est génial. Alors, l'une des choses, alors ce que vous allez très souvent faire, parce que vous allez utiliser au fait, vous allez utiliser plein de fichiers sur le index à cause des manipulations que vous allez faire. Je vous suggère au fait de créer des fichiers. Donc ici, on va créer par exemple un fichier create_blade.php. Et à l'intérieur de ce fichier, je vais copier tout le contenu là, tout le contenu de ce qui était là, et je vais venir le mettre ici. Voilà. Donc en le faisant au niveau de index, je vais tout simplement l'inclure. Donc je vais utiliser include et ici je vais spécifier le chemin. Donc ça se trouve à l'intérieur de Livewire, utilisateur create. Comme ça, Laravel va inclure au fait tout le code qu'il y avait là. C'est comme si on avait au fait ce code à ce niveau-là. Mais c'est juste pour les raisons d'organisation. On aura moins de code au niveau de notre page index. OK? Donc, la même chose pour ce qui concerne la liste. Si on va créer un autre fichier ici qu'on va appeler par exemple list.blade.php. Et là, on va couper tout ce qui est ici. On le colle là, on enregistre et on prend le include qui est là, on le dépose là. Donc là, c'est beaucoup plus lisible. Voilà, on a notre liste qui est ici. Donc si j'actualise la page, vous voyez que j'ai la même chose qui est ici. Mais au niveau de mon code, je sais très bien lorsque je viens au niveau du fichier index, qui est le fichier principal, je sais qu'il y a une condition qui est ici. En fonction de cette vérification, eh bien, j'affiche soit le formulaire, soit la liste. Alors, maintenant, on va travailler pour que le formulaire soit opérationnel. OK? Donc, pour ce faire, on va maintenant donc s'intéresser à nommer au fait nos formulaires. Donc, on va ajouter les propriétés. En fait, on va ajouter certes, on va les nommer. Normalement, lorsqu'on travaille avec des formulaires, de façon classique, on a tendance à ajouter les names, et parce que ce sont ces names-là qui sont envoyés au niveau du serveur lorsqu'on va faire un submit. OK? Mais lorsqu'on travaille au fait avec Livewire, on va pas utiliser au fait les names. On va utiliser ce qu'on appelle par des model binding. On va utiliser ces concepts-là qui sont au fait des concepts qui interviennent avec on va dire les librairies JavaScript qui nous permettent de créer des composants, etc. Donc on a des bindings, en fait, ce sont des liaisons. On a la possibilité de lier au fait un champ de formulaire à une propriété de notre composant. C'est ce que nous allons faire ici là. Alors moi, ce que je vais faire ici, donc je vais créer au fait ça c'est ma façon de travailler avec les composants Livewire. Donc je vais créer au fait ici un tableau que je vais appeler new user. OK? Donc new user sera un tableau, tout simplement. Et à l'intérieur de ce tableau, donc tout ce qu'on déclare public ici est visible au niveau de notre interface. Donc je vais venir au niveau du create, je vais utiliser le wire model. OK? Et ici, je vais lui préciser quel est au fait le modèle, plutôt la propriété sur laquelle il va au fait sera lié. D'accord? Et ici, je vais tout simplement mettre new user.nom. Donc, au fait, lorsque je fais new user.nom, étant donné que j'ai déclaré ici new user comme étant une collection, ok? Donc, ça sera comme si j'avais déclaré au fait une clé non ici.
Et lorsque l'utilisateur va écrire la valeur, Laravel va mettre la valeur de notre clé ici. Et ainsi de suite. Donc, j'aurai à la fin, en fait, une collection avec toutes les valeurs qui correspondent, au fait, aux différents champs que j'ai au niveau de mon formulaire. Donc, c'est ce que je fais ici, là. Donc, je vais faire la même chose pour celui-ci. Donc là, je fais la même chose. Je dis prénom. Donc là, je suis en train de lier les champs sur lesquels l'utilisateur va renseigner les informations. Je les lie aux propriétés de mon composant LiveWire. Donc ici, ce sont des propriétés que j'attribue dynamiquement à mon tableau. Donc ça, c'est une façon de faire. Si je ne faisais pas de cette façon, alors je devais soit créer pour chaque propriété, j'allais créer une variable, par exemple nom, une autre variable, par exemple prénom, une autre sexe, etc., etc. Donc j'allais avoir plein de variables. Pour éviter que j'ai beaucoup de variables, je préfère utiliser des tableaux. Et donc quand vous utilisez des variables, eh bien, au lieu de mettre new user, vous allez tout simplement mettre directement nom ici. Parce que vous avez une propriété ici qui s'appelle nom. D'accord? Donc moi ici, j'utilise les tableaux, donc je préfère enlever ça. Donc je vais tout simplement attribuer de façon dynamique les valeurs à mon tableau. Donc, et la façon de le faire, c'est celle que je suis en train de montrer ici, là. Ensuite, on va venir copier ça ici. On aura le sexe, donc l'adresse, c'est quoi, chez email. Ici, on a le sexe. Là, on a le téléphone 1 et puis on a le téléphone 2. Téléphone, je crois 1, c'est comme ça. Et là, on a le téléphone 2. Ensuite, on a la pièce d'identité. Donc, pièce, je crois que c'était pièce identité. Ici, on a un numéro pièce d'identité. Donc, je mets ici. On avait numéro pièce identité. Et puis ici, on avait le mot de passe. Je crois que c'est aussi password. Mais bon, le mot de passe, étant donné que par défaut, c'est password, on ne va pas le changer. Donc, on n'a pas besoin de prendre cette information-ci. OK? Ici, c'est juste à titre indicatif. Voilà déjà là, à ce niveau, ce que nous avons. Donc, nous avons mappé. Alors, qu'est-ce qui va se passer ici si on clique sur le bouton enregistrer? Vous voyez, il actualise la page. Pourquoi? Parce que lorsqu'on clique sur le bouton Submit, le comportement par défaut donc du navigateur, c'est de soumettre notre formulaire. Ok, notre formulaire étant ici, il va chercher à le soumettre. Étant donné qu'on n'a pas spécifié le chemin, donc à travers l'attribut action, on n'a pas spécifié quel est le chemin de notre serveur qui va intercepter la soumission de ce formulaire, eh bien, ça soumet au fait notre formulaire à la même page et donc ça recharge la page. Donc, nous, on n'aimerait pas ça. Alors, ce qu'on va faire, on va utiliser au fait une autre fonction de LiveWire. Donc, on va appeler Submit. Donc, Submit ici va tout simplement écouter la soumission du formulaire. Et lorsqu'on soumet le formulaire, Submit va s'exécuter. Donc, ici, on va tout simplement dire, par exemple, ajouter ou bien add user. Voilà. On va garder l'onglet. Donc, add user. On va appeler la fonction add user lorsqu'on tente de soumettre le formulaire. Donc, je vais copier tout ça. J'enregistre. Je viens au niveau de mon composant et je vais créer ma fonction ici. Add user. Et tout ce que je vais faire au niveau de cette fonction, c'est tout simplement regarder ce que j'ai au niveau de ma variable new user. On va juste voir est-ce que nous avons bel et bien les informations qui ont été fournies par l'utilisateur à l'intérieur ici. Donc j'enregistre, j'actualise, je clique là. Je vais tenter de prendre certaines informations et tout. OK. Et quand je clique sur enregistrer,
On me dit que, ok, l'adresse email n'est pas valide. Je clique là. Vous voyez que là, alors, j'ai un comportement un peu bizarre. Il y a eu tout à l'heure, si vous avez remarqué, quelque chose qui a failli s'afficher. Après, automatiquement, il a rechargé la page. Donc, ça, ce sont des comportements que l'on peut avoir au niveau de nos composants LiveWire. Mais il y a une façon de régler ces comportements. Pour régler ça, on va commencer par, au niveau de Create, on va commencer par ici ajouter un Prevent. Donc, on va lui dire, parce que on a l'impression que la soumission du formulaire continue à rechercher l'information vers le fichier, plutôt l'attribut action. Donc, par défaut, il recharge la page. Donc, en mettant le point prevent, il va pas chercher au fait à exécuter ce comportement par défaut, le comportement natif. Il va plutôt faire ce que nous lui demandons de faire là. Donc, si j'enregistre et je tente ici de revenir là, je vais tout simplement enregistrer là. Je vais refaire tout ça. On va prendre une adresse email valide, etc. Si je clique sur enregistrer, vous remarquez que notre tableau New User a bel et bien des informations qui ont été renseignées là. D'accord? Génial. Donc, si je ne remplis pas le numéro de téléphone et que je soumets, eh bien, le numéro de téléphone sera vide. Donc, nous, ce qu'on veut faire par la suite, on aimerait vérifier. On aimerait vérifier que avant, donc, parce que ici, en bas, on va ajouter un nouvel utilisateur. OK? Mais avant qu'on ajoute un nouvel utilisateur, ce qu'on aimerait faire, nous, c'est d'abord de vérifier que les informations, envoyées par le formulaire sont correctes. OK? Et si les informations ne sont pas correctes, on aimerait renvoyer une erreur à l'utilisateur pour dire que voici, il manque telle information qui est requis. Donc, pour le faire, au niveau de LiveWire, nous avons plusieurs façons de le faire. C'est comme je dis, LiveWire, c'est un composant, mais c'est écrit en PHP. Donc, on a toujours la possibilité d'utiliser les fonctionnalités que Laravel nous offre. Et donc, on a aussi la possibilité d'utiliser les fonctionnalités que LiveWire nous donne. Ok, donc LiveWire, il y a déjà des choses qui ont été implémentées qui sont bien évidemment en connivence avec Laravel, que nous pouvons tout simplement utiliser, comme nous pouvons nous-mêmes aussi directement intégrer Laravel, certaines choses de Laravel directement dans nos composants. Donc, enfin, ce que je dis, ça n'a pas trop de sens parce que c'est toujours PHP, c'est toujours Laravel, mais vous comprenez un peu l'idée de ce que je suis en train de vouloir dire ici. Donc, ce qu'on va faire, on va dire à LiveWire de vérifier que ces informations sont correctes. Donc, il existe dans LiveWire un attribut qu'on appelle Rules qui permet de définir les règles de validation de notre composant. OK? Donc, si vous venez au niveau de LiveWire ici et que vous tapez Rules ici, comme ça, vous avez la possibilité au fait vous allez trouver quelque chose de ce genre. Donc, vous avez la possibilité de créer une variable de type protected. Et cette variable, vous allez définir quelles sont les règles de validation que cette variable-là va avoir. OK? Donc, ça, c'est l'une des possibilités. Donc, je vais le faire. Je vais copier tout simplement ce qui est ici. OK? Et je vais venir coller ça là. Et là, je vais changer. Donc, moi, ici, en l'occurrence, je vais dire, écoute, la valeur que j'aimerais vérifier se trouve dans la variable new user, précisément non. Donc, j'aimerais que le nom soit requis. OK? Tout simplement. Ensuite, je fais la même chose pour le prénom. Donc, on va aussi valider que le prénom est requis. Donc, quand on met require ici, ça signifie que le nom est obligatoire. Donc, le prénom aussi sera obligatoire. Ici, pour ce qui concerne l'email, on va dire new user.email require et on met email. Donc, en mettant email ici, nous sommes en train de lui dire, en fait, de vérifier qu'il s'agit bel et bien d'un email qui est valide. Hein? Et on a la possibilité d'imbriquer plusieurs règles en les séparant avec ce signe qui est ici. OK? Donc, on va continuer. On avait téléphone 1. Téléphone 1 était obligatoire.
et ça doit être uniquement que des nombres. Et on avait ensuite la pièce d'identité également est obligatoire. Le sexe également est obligatoire. Ensuite, nous avons le numéro, pièce, identité également obligatoire. Voilà. Donc, voilà un peu les informations qui étaient obligatoires, je pense. OK. Donc, une fois que nous avons ça, tout ce qu'on va faire ici pour vérifier que les informations sont correctes, on va tout simplement dire this validate. Voilà. Oups. C'est tout ce qu'on va lui dire ici. Donc, en appelant this validate, il va valider que les informations sont correctes. Et si les informations ne sont pas correctes, il va renvoyer des erreurs à notre utilisateur, à nos utilisateurs. Donc là, si j'actualise la page, je clique là et que je clique sur enregistrer, vous remarquez quelque chose, eh bien, on a en fait comme cette espèce de quelque chose qui s'affiche, mais en réalité, rien ne s'est produit. Ok. Donc si je reviens ici et que j'exécute par exemple la commande dump où je lui dis de m'afficher new user, ok, this new user, pour accéder aux propriétés que vous déclarez à ce niveau, protect schedule public, on utilise this avant tout, ok, et puis vous mettez le nom de la propriété. Donc si j'actualise là, je viens à nouvel utilisateur, je tente d'accéder. Vous voyez que le code que j'ai mis juste en bas ici n'est pas exécuté. Pourquoi? Parce que dès l'instant cette fonction est exécutée, elle vérifie que les règles que nous avons définies ici là sont bel et bien validées. Ce n'est que quand ces règles sont validées que finalement l'interpréteur continue la lecture du code. Une fois que ces règles ne sont pas validées, eh bien, il renvoie aussitôt des messages d'erreur à notre utilisateur. Donc, c'est maintenant à nous d'intercepter ces erreurs et de les afficher au niveau de la page ici. Donc, c'est ce que nous allons faire maintenant. Donc, au niveau de nom ici, utilisateur, Laravel, plutôt Bootstrap a une classe qu'on appelle isInvalid qui permet au fait de rendre, on va dire, de mettre rouge. Donc, on va juste voir ce que cette classe-là permet de faire. Donc, je vais juste ajouter la classe isInvalid. Et j'actualise là. Remarquez le champ ici par défaut et maintenant voilà, c'est en rouge et puis il y a un signe qui montre qu'il y a une erreur. Donc c'est ce que je vais utiliser ici. Et comment je vais l'utiliser? Je vais le mettre à l'intérieur de ce bout de code. Donc je vais vous expliquer. Donc pour vérifier que s'il y a une erreur, si une erreur de validation s'est produite, pour vérifier qu'une erreur de validation s'est produite, on utilise arrobase erreur. Donc c'est un peu comme on faisait les if, ok, mais ici on utilise erreur. Et donc j'aimerais afficher la classe isInvalid à une seule condition, qu'il existe une erreur. Donc quelle erreur? Ici il existe l'erreur new user.non. Donc si au niveau du nom il n'y a aucune information et que si au niveau du nom la condition que nous avons définie ici n'est pas respectée, il va renvoyer une erreur avec comme nom new user.nom. Et c'est ce nom-là qui sera vérifié ici. Et si le nom correspond à ça, eh bien, il va renvoyer la classe isInvalid. Donc, on va afficher à l'utilisateur que le champ comporte une erreur. C'est ce que nous sommes en train de faire là. Donc, si je clique là et que je reviens là, par défaut, vous voyez qu'il n'y a pas une erreur. Mais si je clique sur enregistrer, il y a maintenant une erreur. Donc, nous, ce qu'on aimerait aussi faire, c'est qu'on aimerait aussi que l'erreur s'affiche ici, qu'il y ait un texte qui s'affiche en bas là. D'accord? Donc, je vais venir au niveau de mon admin, voilà, LTE, mon template. Je viens au niveau de Advanced Element. On va regarder. Bon, je pense que c'est pas ici. Bon, c'est pas grave. Donc, je vais tout simplement activer le word wrap. Ok, voilà. Alors, ici, on a vérifié que l'erreur, on a appliqué la classe ici.
Notez bien que j'ai mis tout ce code à l'intérieur de la classe ici. Ok, parce que c'est la classe que nous aimerons ajouter à notre input. Ensuite, pour ce qui concerne le message d'erreur, donc je vais le faire juste en bas ici. Ok, donc je vais dire s'il y a une erreur de new user point non and error, et ici à ce niveau on va ajouter un span que je vais tout simplement dire text danger, et ici on va lui dire renvoie-nous tout simplement le message. Donc à l'intérieur de ces directives, il existe une variable message qui est disponible. Cette variable au fait comporte au fait le message d'erreur qui est renvoyé par rapport à cette validation là. Ok, donc si je reviens là, je clique là, nouvel utilisateur, je fais enregistrer. Vous voyez, j'ai the new user non field is required. Ok, donc on a le message qui s'affiche bien ici, et c'est ce qu'on va faire pour le reste des champs là. D'accord, donc on va faire la même chose là. Je vais copier tout ça. Je vais coller ça ici. Tout ce que je vais ajouter là, c'est prénom. Là aussi, je mets prénom. La même chose pour alors là, on aura un petit souci. Donc, je copie là aussi. Je copie ça là. Juste à côté du class form control, je mets sexe. Et je copie également tout ce qui est là. Et je mets sexe également. Ça va prendre un peu de temps. Oh là là. Voilà. On va aussi le faire ici. Donc adresse email, on a déjà mis là. Donc on va ajouter form control. Is invalid. On va dire email. Voilà. Donc ici on peut laisser texte. Donc il y aura, même si on laisse texte et que l'email ne correspond pas à une vraie au format d'un email, il y aura cette erreur qui sera renvoyée. Donc on ajoute ici téléphone 1. Ok, téléphone 1. Téléphone 1 est obligatoire. Seul le téléphone 1 est obligatoire. Donc ici aussi on ajoute téléphone 1. Donc les noms que je suis en train de mettre là, ce sont les mêmes noms que j'ai mis ici au niveau de la validation ici. Donc à ne pas, vraiment n'oubliez pas ça. Téléphone 2 n'est pas obligatoire. Ensuite on a là, on va ajouter déjà l'erreur ici. Pièce identité. Pièce identité. Et on va copier la classe, tout ce qui est ici. On va le mettre là. Donc là aussi, on va mettre pièce identité. Enfin, dernier élément, permis de conduire. On le met là. Alors, je vais indenter mon code plus tard. Je le fais pour être un peu plus rapide. Je vois que là, ça devient vraiment très désordonné, mais je vais le régler plus tard. Et là, on ajoute également ce qui est ici. On va juste dire numéro, pièce d'identité. C'est ce qu'on va coller là. Et là, c'est déjà là. Donc, j'enregistre. Et si j'actualise, je clique là. Et je clique ici. Bam! Vous voyez que partout là, j'ai des erreurs qui s'affichent. Donc, en ce qui concerne les messages d'erreur et tout, comment les personnaliser, vous pouvez avoir plus de détails au niveau de la documentation déjà, ici. Donc, vous avez la possibilité d'avoir, au fait, comment on appelle, d'avoir par exemple les messages ici. Et à ce niveau-là, vous avez la possibilité de changer, au fait, ces messages-là.
Je vais juste pour vous montrer, je vais prendre, mais je vous montrerai une meilleure façon de le faire parce que dans notre application, on va gérer plusieurs langues, donc le français et l'anglais. Je vous montrerai comment le faire, la meilleure façon de le faire. Donc là, c'est juste pour vous permettre de déjà voir un peu ce qu'on peut faire. Je vais copier les deux. Et ici, je vais dire, pour ce qui concerne cette erreur, pour ce qui concerne donc le require, ok, on va dire, par exemple, le nom, voilà, on va dire le nom de, oups, le nom de l'utilisateur est requis, ok. On va juste arrêter là. On va juste arrêter là. Je voudrais juste vous montrer. Et là, on va par exemple dire numéro de téléphone 1. Juste vous montrer un peu à quoi ça sert ces deux attributs. Ok. Donc j'enregistre. Je reviens ici. Nouvel utilisateur enregistré. Donc vous voyez qu'ici, j'ai le message, le nom de l'utilisateur est requis. Pourquoi? Parce que nous avons défini au niveau de la propriété message ici, nous avons dit, en ce qui concerne cette erreur, donc cette validation-là, new user.nom, et plus précisément la règle require, parce que pour une même validation, on peut avoir plusieurs règles. Remarquez là, on a pour le téléphone 1, on a la règle require, on a aussi la règle number. Donc pour chaque règle, vous allez dire quel est le message qui va s'afficher pour chaque règle. Donc ici, c'est ce message qui a été affiché ici. Maintenant, remarquez ici là, dans la validation attribute, il s'agit ici de dire à Laravel de remplacer le nom, au fait, le nom de l'erreur, le nom au fait de l'erreur au niveau de l'affichage de la partie message, de le remplacer par ce que j'ai défini ici. Parce que ce que Laravel essaie de faire par défaut, il va deviner. Laravel va générer un message d'erreur par défaut pour nous. Et ce message d'erreur, tel qu'il se présente, n'est pas toujours compréhensible. Parce que imaginez que vous lisez quelque chose du genre The new user prénom field is required. Vous n'allez pas vraiment bien comprendre, n'est-ce pas? Donc, il serait préférable de dire par exemple The first name field is required. Pour dire à Laravel que la partie prénom ici se doit être remplacée par first name, il faut venir au niveau de validation attribute. Et ici, on va copier ça. On va lui dire par exemple prénom. Et on va dire le prénom là utilise first name. Par exemple. First name. Ou bien, je crois que c'est en un mot first name. Voilà. Donc, si on fait ça, on actualise. On vient là et on clique là. Vous voyez, the first name field is required. Donc, c'est la même chose aussi qu'on a fait avec le numéro de téléphone. On a dit the numéro de téléphone un field is required. Donc, voilà comment on peut remplacer de façon dynamique ce que Laravel génère pour nous, etc. Mais ça, c'est comme je l'ai dit, on verra une meilleure façon de gérer tout ça. Donc, pour l'instant, ne vous dérangez pas. Je vais juste mettre ça en commentaire au cas où vous en aurez besoin. Donc, voilà les amis, nous sommes en train de gérer la validation ici. Je pense qu'on a déjà tous les éléments pour insérer notre utilisateur. Donc, tout ce qu'on va faire, c'est maintenant, une fois que la validation est passée, on va implémenter cette fonctionnalité qui va permettre d'ajouter nos utilisateurs. Donc, une chose à savoir, lorsqu'on utilise la fonction validate nous renvoie un tableau des attributs qui ont été validés. OK? Donc, les attributs que nous avons définis ici, là, il va nous renvoyer un tableau de tous ces attributs qui ont été validés. Donc, si je fais ceci, je vais récupérer par exemple validation attribute. OK? Je copie ça et que je vous affiche ça. Vous allez tout simplement voir tout ce qui a été validé là va se retrouver dans cette variable. Donc, je reviens là, je clique là, je remplis un peu partout. Voilà, je mets partout là et tout.
Pièce d'identité, je choisis. Quand je clique sur enregistrer, vous voyez qu'il y a une méthode qui est ici là. Validator, validate number does not exist. Validate numérique. Ok. Ici, il y a une petite erreur. C'est plutôt numérique. Donc, au lieu de number, c'est plutôt numérique. On va tout simplement réactualiser. On va reprendre. Je prends ça rapidement. Voilà. Et quand je clique là, vous voyez, j'ai un tableau ici. Et dans ce tableau, j'ai une entrée de new user. Et à l'intérieur, remarquez, j'ai toutes ces propriétés qui ont été validées. Donc, c'est ce que nous voulons faire ici. Ce qu'on veut, on va faire tout juste maintenant. On va au fait récupérer donc toutes ces valeurs-là. Remarquez bien, nous avons une entrée new user. OK? Donc, je vais faire ceci. New user. Donc là, nous allons récupérer uniquement les valeurs qui sont ici là. Et ces valeurs-là, on va le passer à notre modèle user pour la création. OK? Donc, je vais couper tout ça. Je vais dire user.create et je vais tout simplement passer en paramètre toutes ces informations-là. Donc, il va créer au fait un utilisateur avec toutes les informations que nous avons récupérées ici là. Alors, pour que cette fonction marche, il reste une chose à faire. Lorsque vous utilisez la fonction create des modèles, vous devez vous rassurer qu'au niveau du modèle, vous avez au fait une propriété qu'on appelle fillable ici, que toutes les variables, donc toutes les propriétés que vous voulez récupérer ici là pour insérer, que vous voulez passer à l'intérieur de la fonction create pour faire l'insertion de votre modèle de la base de données, vous devez vous rassurer que ces propriétés existent aussi dans le tableau fillable. OK? Donc, c'est ce que moi je vais faire. Je vais faire nom, prénom, sexe. On avait quoi? Pièce, identité. Numéro. Donc, on va ajouter numéro, pièce, identité. On avait quoi encore? Téléphone 1. Téléphone 1. Dans le cas où on a aussi le téléphone 2, on récupère. On avait l'email, le sexe, numéro, pièce, nom, prénom. Et puis, on avait le password. Voilà. Donc, c'est ce que nous allons faire ici. Alors, en faisant ainsi, nous allons donc récupérer les informations et nous allons insérer. Donc, on va juste tester ce qu'on va faire, ce qu'on vient de faire là pour voir si ça marche. Donc, on va prendre tout ça, sélectionne. Quand on clique ici, vous voyez qu'on a une erreur. On nous dit que le mot password n'a pas de valeur. Donc, au fait, il a essayé de faire une insertion. Cependant, password n'a pas de valeur. Donc, pour ajouter le mot de passe, voici ce qu'on va faire. On va récupérer ici. Étant donné que dans les données qui sont validées, on n'envoie pas le mot de passe. Donc, ici, on va l'ajouter une autre entrée au niveau de notre tableau qu'on va appeler password. Et on va tout simplement, par défaut, laisser password pour l'instant. Donc, rappelez-vous tout à l'heure, on avait un tableau qui avait les attributs. Donc, quand on faisait validation attribute, donc juste pour que vous puissiez voir ce que je viens de faire là, c'est toujours mieux quand vous regardez. Donc, je vais cliquer là, je vais juste exécuter ça pour qu'on puisse tous voir qu'est-ce que je suis en train de vouloir expliquer là. Donc là, si j'actualise tout ça, machin, j'ajoute et tout. Ici, je prends ça, j'ajoute et tout. Quand je clique là, vous remarquez, au niveau de New User, nous avons password qui s'est ajouté. Avant, on n'avait pas password. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Le code que nous avons mis là, donc nous avons ajouté une nouvelle entrée
à ce tableau que nous avons récupéré et nous avons mis password. Donc en le faisant, notre inscription, notre insertion se fera très bien. Ok, va bien se passer. Après, il y a certaines choses que je voulais aussi vérifier. Au niveau du nom et du prénom, c'est vrai qu'on peut avoir les noms et le prénom pareil. Mais au niveau, par exemple, de l'adresse email, on aimerait aussi que ce soit unique. Donc, pour dire qu'on aimerait que ça soit unique, on fait ceci, unique. Et puis, on va dire que ça soit unique sur la table utilisateur. D'accord? Et on va le dire sur quelle colonne? Bah, sur la colonne email. Donc, on aimerait que sur la table utilisateur, que lorsque on va créer l'utilisateur, que l'email qu'il aura rentré soit unique sur l'ensemble des utilisateurs que nous avons au niveau de la table user. Et donc, voilà. Et Laravel va vérifier, OK. Donc, je dois vérifier que la valeur qui vient ici est unique à l'intérieur de cette table par rapport à la colonne email. Donc, c'est ce que nous allons faire. C'est ce que nous allons aussi faire pour notre comment on appelle, on va faire pour notre use, pour au fait le numéro de téléphone 1. OK? Voilà, c'est tout ce qu'on voulait ajouter. On va aussi le faire pour le numéro de la pièce d'identité. Pièce d'identité également doit être unique. Donc unique user donc numéro pièce d'identité. Voilà. Donc en le faisant ainsi, j'enregistre. Donc là, si je reviens au niveau de mon interface, je tente de créer un utilisateur. Je vais prendre par exemple celui-ci. Je vais prendre un numéro de téléphone. Je prends ici une pièce. J'enregistre. Remarquez, on me dit quoi? Que j'ai pas enregistré la pièce d'identité. Je prends le CENI et je clique là. Remarquez que j'ai rien qui s'est produit. Mais en réalité, l'insertion a été bien exécutée. Donc, si je reviens au niveau de la liste des utilisateurs, si on regarde bien là, je dois avoir les informations que j'ai fournies à la dernière place. Donc, voilà, c'est le bon Vidral que je viens de créer là. Il a 15 secondes que je viens de créer. Donc, il y a juste une chose qu'on va modifier ici. J'aimerais au fait que, avant de paginer, j'aimerais au fait que quand on crée un nouvel utilisateur qui s'affiche au niveau de la première page. OK? Donc pour ça, on va dire user latest et on va ajouter les... Voilà, on va écrire ceci. Donc latest permet de récupérer les éléments par rapport à les éléments récemment ajoutés. Donc il va commencer par les utilisateurs récemment ajoutés et puis il va ensuite paginer. Donc si je fais ça, j'actualise, vous allez voir que bon, Vian Vidral, c'est celui qu'on vient de créer tout à l'heure. OK? Alors, vous conviendrez avec moi que ça fait pas beau lorsqu'on clique, pour créer un utilisateur, on n'a pas de message, on n'a rien en tout cas qui nous montre que l'utilisateur a été ajouté. Voilà, par exemple, on me dit que l'adresse email a déjà été prise. Voilà, c'est ça l'importance d'utiliser de vérifier par exemple l'unicité, etc. Donc là, ça marche à merveille. Lorsqu'on clique là, par exemple cet utilisateur Vargas britannique, lorsqu'on clique là, il a été bien inséré, mais on n'a pas de message. Et en plus de cela, on n'a pas également notre formulaire n'est pas vidé. Ok, donc c'est ce qu'on va faire juste après. Ok. Donc là, vous voyez, Britannique Vargas est bel et bien ajouté. Donc, on va revenir au niveau toujours du formulaire Create. Cette fois-ci, on va plutôt au niveau de notre composant. On va tout simplement venir ici et on va réinitialiser notre New User. Voilà. Donc, ce code va tout simplement faire quoi? Une fois qu'on a inséré, on va vider notre tableau des valeurs. Donc, il n'y aura plus rien au niveau de notre valeur. Et ensuite, on va envoyer un événement à notre client pour lui signifier que quelque chose s'est produit, que l'utilisateur a été inséré avec succès.
Donc, c'est ce que je vais faire ici. On va utiliser la fonction qui vient avec le composant LiveWire, Dispatch Browser Event. On va appeler notre événement User Created. Donc, User Created, ça sera le nom de notre événement. Ou bien Show Success Message. Voilà. Et là, on va lui passer les informations, quelques données. Donc ici, par exemple, je vais tout simplement lui passer le message qu'il va afficher. Il va par exemple dire utilisateur créé avec succès. Donc, en le faisant ainsi, donc il va renvoyer, donc cette fonction dispatch browser event va renvoyer un événement au client, donc au navigateur ici, pour lui dire écoute, voici, il y a eu des actions qui ont été exécutées et voici, je t'envoie un événement qui s'appelle ceci. Donc, c'est au client d'intercepter cet événement et d'exécuter une logique derrière cet événement-là. Donc, c'est ce que nous allons faire au niveau du client. Donc, ici, toujours au niveau de notre formulaire là, donc on va ajouter quelque part en bas ici, on va ajouter des scripts JavaScript. Donc, on va écrire script. Voilà comment on va intercepter ça ici. Donc, pour intercepter, donc on va dire Windows add event listener. Ok. Et ici, on va lui dire show success message. Et donc, il va récupérer les datas. Donc là, ici, c'est du JavaScript, hein, ça n'a rien à voir avec Laravel. Donc, on lui dit, écoute, il y aura un événement certainement qui sera émis. Donc, j'aimerais que tu écoutes cet événement. Dès que cet événement sera émis, tu l'écoutes et voici la logique que tu vas accomplir. Donc, ici, moi, je vais utiliser suite alerte. Donc, pour ceux qui ne savent pas, suite alerte, c'est on va dire, c'est une librairie JavaScript qui permet au fait d'avoir au fait des beaux alertes comme ça, d'avoir des pop-up, des trucs qui hein, voilà, des messages qui s'affichent, on peut avoir des messages d'erreur, de confirmation, etc. Donc c'est vraiment quelque chose de très intéressant. Ça nous permet d'avoir facilement des pop-ups au niveau de notre page. Donc moi ici je vais l'utiliser pour afficher le message que j'ai affiché au coin là. Donc, alors comment on fait pour l'utiliser? Par défaut, Laravel vient avec suite alerte. Suite alerte. Tout ce que nous avons à faire, c'est de nous rassurer que ça a bien et bien été ajouté au niveau de notre fichier app. Donc, ressources app.js au niveau de Bootstrap. Voilà. Au niveau de Bootstrap ici, nous devons lui attribuer, plutôt l'insérer dans notre projet. Donc, je peux le faire ici, ou bien au niveau de Bootstrap. Bon, ça ne dépend que de nous. On peut dire Windows, point, suite à la, donc sol, et puis on peut dire require suite alerte. Je crois que c'est 2 à la fin. Donc, on va juste vérifier qu'on ne se trompe pas ici. Bon, il n'est pas là, certes. Mais on va regarder au niveau de notre module. Je vais juste me rassurer que le nom correspond bel et bien à cela. Donc, par défaut, il est ajouté là. Donc, c'est la seule config que nous avons à faire. Donc, suite, SW. Voilà, suite alerte 2. Voilà, donc c'est ça, c'est exact. Donc, en faisant ça, on enregistre. Et vous savez très bien que lorsqu'on modifie ce fichier, eh bien, il y a une commande qu'il faut rentrer. Donc, ici,
à ce niveau, je vais dupliquer mon truc et on va exécuter npm run dev. On va juste faire watch, comme ça, toute fois qu'on modifie ce fichier, il va automatiquement exécuter. Donc là, on attend, voilà, ça a été exécuté avec succès. Donc une fois que vous avez ajouté suite alert, donc ce qu'on a fait, c'est tout simplement, on a ajouté au fait une nouvelle propriété à notre objet global Windows qu'on a nommé par swal, ok. Et cet objet là, on va l'utiliser. Donc on a donné comme référence suite alert à cet objet là, ok. Donc cette propriété là, c'est ce que nous allons utiliser. Donc, ici, ce que je vais faire au niveau de create, je vais tout simplement dire swal. Donc, lorsque je vais écrire swal, comment est-ce que swal sera reconnu? Et c'est parce qu'on a ajouté globalement swal dans notre comme étant faisant partie d'une propriété de Windows. Et toutes les propriétés de Windows, on peut très bien les exécuter. D'accord? En fait, on a accès à ces propriétés-là sur l'ensemble de nos pages web parce qu'elles sont globales. Donc ici, on a swal et je vais copier tout simplement le code qui est là. Donc le code que je viens de coller là, vous pouvez le lire sur la documentation de suite alerte. Vous voyez bien comment ça se compose là et tout. Donc ici, ça permet de dire la position top hand. Donc il va afficher le truc à ce niveau-là. Et je lui dis que c'est un message, c'est un type succès. Et puis, c'est un toast. Donc, le toast, c'est au fait ce petit message qui s'affiche là comme un message de notification. C'est ça ce qu'on appelle par le toast. Donc, lorsque je fais toast true, eh bien, j'aurai le message qui va s'afficher là. Ensuite, j'ai le titre. Donc, utilisateur créé avec succès. Alors, ce titre-là, normalement, c'est un titre qui va me venir au fait du paramètre que j'ai envoyé ici là. Donc, avant même déjà que je n'exécute notre code qui est ici, si vous remarquez, je vais couper tout ça. Je vais tout simplement faire un console log de event. OK? Juste pour vous montrer ce qu'on obtient à l'intérieur de cet objet. Donc, rappelez-vous, ne vous embrouillez pas. Ici, nous avons émis un événement qui s'appelle show success message et on a envoyé à cet événement-là quelques données. D'accord? Donc, on a envoyé une entrée message avec un message. OK? Donc, et au niveau du client, on écoute cet événement avec le même nom que nous avons au niveau de notre composant ici. Donc, on écoute l'événement qui s'appelle show success message et on a notre fonction callback où on va exécuter ce qu'on veut par rapport à l'événement qu'on vient d'intercepter. Et donc, ici, on est en train de vouloir voir quelles sont les données qui viennent avec cette variable. Donc, je reviens ici, j'actualise, je clique là, j'ouvre l'inspecter, inspecter console pour me permettre de voir mes consoles. Et ici, je vais tout simplement rajouter d'autres informations. Contact. Là aussi. Donc, rapidement, je clique là. Remarquez là, vous voyez, l'événement a été intercepté et nous avons en fait, si vous remarquez, le message utilisateur créé avec succès vient à l'intérieur de la propriété donc détail. Donc si on veut récupérer ça, on doit faire event détail.message. Donc c'est ce qu'on va faire ici là. Donc ici on va faire event.détail.message. Voilà. Au cas où on n'a pas la donnée, on va tout simplement afficher opération effectuée avec succès. Voilà. Donc ici, s'il y a une valeur, il va prendre la valeur qui est ici. Dans le cas où il n'y a pas une valeur, bah, il va tout simplement afficher ce message qui est là par défaut. Et puis on va augmenter le temps à 3 secondes.
Donc j'enregistre, on actualise. Cette fois-ci, on va ajouter un autre utilisateur, peut-être client 1. Enregistrer. Et là, vous voyez qu'on a un autre message qui s'ajoute bel et bien. Et quand on clique là, voilà le client que nous venons d'ajouter est là. Voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, on va voir l'édition et on va aussi voir la suppression. Donc, je vous prie de vous abonner pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Partagez la vidéo et puis n'hésitez pas à me partager toutes les difficultés que vous rencontrez. Je serai plus que ravi de vous aider afin que vous puissiez atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés au début de cette formation. Merci, on se retrouve à la prochaine vidéo.